L'heure de pointe, David Torchala. Bonsoir et bienvenue dans l'heure de pointe, le magazine de société de Radio Présence. Ce soir, nous sommes avec Anne Deslois. Bonjour Anne, comment ça va ? Bonsoir David, bonsoir à tous. Ça va toujours très bien. Bon, donc, très bien. Merci de continuer cette mission de chroniqueuse pour l'émission L'heure de pointe. Et puis on est aussi avec Delphine Pereira. Bonjour Delphine. Bonjour, moi aussi tout va bien. Tant que je suis ici, tout va bien. Très bien, vous êtes journaliste à la Dépêche du Midi, ce magazine de société L'heure de pointe en partenariat avec la Nouvelle République et le groupe La Dépêche. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Sébastien Maisonnave. Bonjour Sébastien. Bonsoir David, bonsoir à tous. Vous êtes responsable d'un département du sanctuaire qui s'appelle la direction de site, responsable des travaux, et vous avez eu énormément à faire, notamment en cette journée du 7 septembre, une journée qui marque encore une fois l'histoire de Lourdes, puisque la grotte a été inondée, le gave de Pau est sorti une nouvelle fois de son lit. On dit une nouvelle fois car on va voir avec vous comment le sanctuaire de Lourdes a été touché par les inondations précédemment, des images qui ont fait le tour du monde, hein, le tour des télévisions. Anne, vous avez vu ces images ? Alors moi, j'ai surtout été étonnée parce que j'habite à quelques kilomètres de Lourdes. Bon, là, dans le village où j'habite, il y avait un peu de pluie, mais pas grand-chose. La petite rivière près de la maison n'était pas tellement montée. Puis j'ai reçu des appels. Non, alors c'était surtout des Français, mais de Bretagne, de l'Est de la France, de Paris. Mais Anne, alors, Lourdes, c'est inondé ? Vous me l'apprenez, il était 13h le samedi après-midi, je n'étais pas au courant. Voilà. Mais donc, une qui était peut-être un peu plus dans l'actualité, c'était vous, Delphine. On imagine vraiment la presse locale est sur le pont. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que ça a été très soudain et on s'y attendait vraiment pas parce que je crois que il a beaucoup plu dans la nuit à partir de 3 ou 4 heures du matin. Oui. Et on dormait à cette heure-là. Évidemment. Et c'est vrai qu'on a été tous réveillés par ça, et on s'y attendait pas. C'est pas quelque chose qui avait été dit avec un peu d'avance en disant attention, inondation, etc. Je sais pas si vous, au sanctuaire, vous aviez été alertés, mais je crois que ça a été soudain pour tout le monde. On a tous été surpris, et je crois que des épisodes que l'on a connus, que ce soit 2013, 2012, juste avant, puis 2018, 2022, cet épisode de 2024, il est assez unique en fait. Et pourquoi il est unique ? Parce que en 2013, quand on mesure les courbes sur Vigicru, on a une montée du cours d'eau de 2 mètres qui se passe en 14 heures. En 2022, 21 heures. Et là, en 2024, il faut seulement 4 heures au gave pour monter de 2 mètres. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous surveillez en fait le niveau de la crue du gave de Pau, qui prend sa source à Gavarnie et qui jette à la mer. C'est cette grande rivière qui traverse le sanctuaire de Lourdes. Et donc, vous surveillez le niveau et vous arrivez à évaluer Oui. Alors, cette analyse, on l'a fait a posteriori, mais nos services de sécurité mesurent en permanence ce qui se passe sur le site, c'est-à-dire qu'ils ont des jauges et des niveaux qu'ils observent et ça leur déclenche des seuils d'alerte, et ils observent également en permanence Vigicru. Mais là, on n'était pas spécialement dans un dispositif d'alerte parce que quand on se quitte le vendredi soir, je dirais presque qu'il n'y a pas de sujet. On part en week-end, il n'y a pas de sujet, et en fait, c'est à 2h du matin que le dispositif se met en alerte. À 2h du matin, ça se met en alerte. On a nos premiers collègues qui interviennent à 3h du matin en pleine nuit, qui ont la sympathie de nous répondre au téléphone et d'arriver. À 8h, c'est le pic de crue. À midi, on nettoie. Alors là, à 8h, c'est le pic de crue. Qu'est-ce que vous constatez à 8h ? Alors à 8h, on constate quoi ? Que ça a débordé comme on le sait d'habitude, c'est-à-dire de façon assez chronologique. Ça démarre en rive droite, parce que cette prairie du sanctuaire, c'est la zone d'expansion du gave. Donc aux chapelles des Lumières, on commence à voir, c'est totalement noyé à 8h du matin. Et puis on voit l'eau qui, côté rive gauche, côté grotte, continue petit à petit, mais de moins en moins vite, à progresser vers le pont. C'est-à-dire elle remonte. Puis au bout d'un moment, on voit qu'elle redescend. Et c'est là où on constate qu'on est sur le pic de crue. Mais on est, les pieds dans l'eau. À la grotte, à ce moment-là, à 8h, il y a 50 à 60 cm d'eau. On n'y va plus avec les bottes.
C'est vrai que c'est des images qui sont impressionnantes, qui rappellent évidemment, vous l'avez dit, les crues passées, mais pour autant, le sanctuaire n'a pas communiqué sur de dégâts. Y en a-t-il eu Expliquez-moi. Alors, il y a les dégâts visibles immédiatement et puis il y a les dégâts cachés. Alors, sur les dégâts visibles immédiatement, on peut constater que malgré, je dirais, la brutalité de la montée des eaux, nos équipes ont su mettre en place ces dispositifs de protection et on a eu un petit peu de boue dans les bâtiments, donc la sacristie de la grotte, la grande sacristie, les piscines. Mais ça a rapidement été nettoyé, et là encore par la générosité des personnes, des bénévoles, des salariés qui ont su se mobiliser. On y reviendra certainement après. Donc pas de dégâts matériels dans les bâtiments. Cela dit, il y a toujours quelque chose qui se passe en dessous des ponts, en dessous des berges, et voire même en dessous des bâtiments qui sont au milieu de l'eau, au fil de l'eau, pardon. Et donc là, il va falloir attendre la semaine prochaine l'inspection de scaphandriers qui vont venir donc visiter le gave de Pau et inspecter, je dirais, toutes ces zones-là. Et on espère qu'on n'aura pas de mauvaises nouvelles à ce moment-là. Des scaphandriers, donc des personnes qui vont descendre en fait Exactement. sous l'eau et qui vont faire en fait. C'est ça. Ben alors soit ils ont la capacité de voir quelque chose, mais généralement on est sur un cours d'eau quand même qui a un débit assez important. Donc l'eau est assez trouble. Alors ils font par palpation, soit directement avec les mains, soit avec des tiges où ils vont appuyer à des endroits. Et parfois il se trouve que la tige elle s'enfonce. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien derrière. Parce qu'on peut avoir 20, 30, 40 cm qui se sont rebouchés, mais derrière une poche de 1 mètre, 1 mètre 50 de vide. En 2013, on estime, avec les relevés bathymétriques qui ont été faits par les géomètres, donc ils sont venus avec un petit bateau aller sonder le cours d'eau, enfin le lit du gave, pardon, qu'il y avait une variation de plus ou moins 2 mètres. C'est-à-dire qu'on a un cours d'eau qui monte et qui descend de 2 mètres. Je parle du lit du gave. Donc vous imaginez les roches qui sont transbahutées par la force du courant. Et donc vous avez des creux, vous avez des pics. Et donc quand c'est au droit de certains ouvrages, eh bien parfois, la semelle de fondation, elle ne repose sur rien. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à déterminer. Donc nous, régulièrement, on fait ces inspections de scaphandres. Les dernières en date sont de 2022, puis on en avait un précédent de 2018. Donc on va pouvoir comparer et voir les évolutions. Qu'est-ce que vous craignez ? Ce qu'on peut craindre, c'est que sur les ponts, sur les berges et sur un ou deux bâtiments, les fondations soient partiellement en lévitation. C'est-à-dire qu'elles ne reposent sur rien. On voit déjà au niveau du barrage, puisque nous avons fait des travaux sur le barrage, qu'on a perdu environ 2 mètres de largeur de digue sur une quinzaine de mètres de long. Donc là, on voit clairement le dessous du mur, le dessous de la fondation. Et on voit que sur environ 1 mètre, 1 mètre 50, il n'y a plus rien. Alors pas sur tout le bâtiment, mais sur une zone quand même relativement importante. Donc, ça veut dire que ça, c'est comme si à un moment donné, on vous sortait les pieds, quoi. Vous allez avoir du mal à marcher, à tenir debout. Et pour un bâtiment, c'est pareil. Donc il va falloir être capable d'agir vite dans un cours d'eau, avec des contraintes quand même d'un cours d'eau qui est classé grand migrateur et Natura 2000, donc on ne fait pas n'importe quoi, hein. Donc il va falloir qu'on travaille avec les bureaux d'études concernés, puis les services de l'État pour mettre en place des actions d'urgence assez rapidement. Mais ne paniquons pas, verdict la semaine prochaine, et nous verrons bien. Donc à la dernière inondation de septembre, si je comprends bien, le quai Saint-Jean, qui est donc l'autre côté du Gave, avant d'entrer dans le sanctuaire, était aussi inondé. Oui. Ils ont eu un petit peu d'eau, même. Ah oui, d'accord. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'état du canal du Lapaka. Alors, oui, ça jeté un coup d'œil. À nos auditeurs, le canal du Lapaka. Alors, là, on rentre dans les connaisseurs de Lourdes. Oui, c'est vrai, pardon. Mais le pont Saint-Michel, quand on descend le boulevard de la Grotte, ce boulevard qui a été aménagé donc de l'entrée Saint-Michel jusqu'à la gare, et sur la gauche, quand tu descends, il y a le canal du Lapaka qui alimentait les moulins, en fait, de la ville de Lourdes, à l'époque où il y avait plein de meuniers, y compris d'ailleurs le père de Bernadette. Oui, c'est vrai qu'il y a le moulin de Boli, la famille Soubirous. Exactement, et ce canal, on le voit, hein, il a été fortement abîmé par les crues. Il suffit de voir qu'il y a des morceaux de pierre qui sont tombés.
Bon, voilà. Ouais, donc des dégâts qui sont immédiatement visibles et puis les invisibles, et donc il faut inspecter. Sébastien Maisonnave, vous qui êtes là en charge de toute la partie travaux, vous avez notamment traversé aussi l'épreuve des crues d'octobre 2012 et de juin 2013, et vous êtes également l'auteur du livre Lourdes, sauver les eaux, journal d'une reconquête aux éditions Honto. C'est un livre qui est paru en 2019, si je ne me trompe pas, et vous revenez là largement sur ces épisodes de crues. On peut imaginer le fait que vous ayez penché sur ce dossier-là, que vous voyez finalement le phénomène de crue d'une manière différente, avec davantage d'expertise. Oui, on avait eu l'expertise de 2012 et j'étais le premier à dire en juin 2013 que ça ne pouvait pas être pire que 2012. Je me suis largement trompé pour le coup. Oui, et puis l'idée c'était de retracer dans un premier temps techniquement ce qui s'était passé, de l'expliquer et puis d'expliquer ce que l'on a voulu faire derrière, notamment pour se protéger. Alors c'est compliqué de se protéger d'une inondation et d'ailleurs je parle assez souvent de ce qu'on appelle la réduction de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte d'être moins vulnérable. On l'a vu pour l'épisode de septembre. Nos dispositifs de pompage, de bâtard d'eau fonctionnent. Mais ils ne nous permettent pas d'être complètement étanches. On est sur des bâtiments existants. Un dispositif de bâtard d'eau, alors expliquez-nous, est-ce que c'est un dispositif pour se protéger ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la plupart du temps, l'eau va rentrer par les portes et les fenêtres, mais pas que. Il y a aussi les gaines de ventilation, il y a aussi les alimentations électriques, il y a aussi les évacuations. Vous savez, tous ces tuyaux qu'on a tous chez nous, là, et où on se dit, tiens, le jour où on a l'inondation, l'eau, elle peut passer aussi par là. Et donc, on met en place tout un schéma technique. On appelle ça des bâtards d'eau. En fait, ce sont des planches en aluminium que l'on met au long des portes et des fenêtres pour éviter que l'eau rentre. C'est ce qu'on trouve aux piscines. C'est ce qu'on trouve aux piscines et c'est ce qu'on trouve dans la plupart de nos bâtiments désormais au sanctuaire depuis 2013 justement. Et au-delà de ces dispositifs, il y en a d'autres. Le pont par exemple, qui est au niveau des piscines justement, qui a été aménagé exclusivement pour ces cas-là de crues. Oui. Et là, on a dû répondre à une double problématique. Alors déjà en 2013, on a perdu un pont. C'est-à-dire qu'on a un pont qui était construit en 1965, le même que celui qu'on a actuellement aux piscines, qui lui est toujours sur pied. Ce pont s'est effondré par un phénomène qu'on appelle de renardage. Je ne vais pas expliquer ça, mais tout à l'heure, je vous disais que des fois, l'eau, elle varie, le lit varie de plus ou moins de mètres. C'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que là, carrément, la fondation, elle était tellement dans le vide que le pont a basculé, il a fallu qu'on le détruise. Et donc, rapidement, on se dit, il nous faut conserver nos largeurs de franchissement. Et donc, les 6 mètres qu'on a perdus, il faut qu'on les retrouve quelque part. Et avec le projet Espace Grotte, projet Grotte Cœur de Lourdes, initié par Monseigneur Nicolas Brouvet, on se dit qu'il est plutôt intéressant de construire un nouvel ouvrage, un peu plus en aval, entre la grotte et les piscines. Mais il faut qu'on réponde à 2 problématiques. La première problématique, c'est l'inondation. Donc il nous faut un pont qui soit le plus haut possible. Il faut que l'eau passe. Mais la première problématique, ou deuxième problématique, je ne sais plus dans quel ordre il faut le donner, mais c'est la question de l'accessibilité du handicap. Qui là nous amène à nous dire qu'il faut un pont le plus bas possible. Ah oui, bien sûr, évidemment. Donc on est dans un espèce de schéma contradictoire et on arrive à répondre à ça avec un pont mobile. Ah oui, évidemment. Donc pour que les pèlerins malades en fauteuil qui sont dans le sanctuaire et qui accomplissent leur pèlerinage puissent aller d'une berge à une autre, sur un pont. C'est un prototype ou c'est habituel de construire? Ah oui. C'est un prototype. Et oui, c'est un prototype parce que ça n'existe pas, ce genre de choses. On sait faire des ponts mobiles qui permettent de faire passer des bateaux. Oui. Ah oui, qui s'ouvrent là, ouais. Mais nous, on avait un pont qui nécessitait de se lever en cas de crue. Alors vous allez me dire, oui, mais au fond, c'est pareil, parce qu'en cas de crue, on laisse passer de l'eau, des troncs d'arbres, des boules de foin d'ailleurs, comme on a vu là sur cet épisode de septembre. Ah oui, il passe tout pendant les inondations là. J'ai vu un frigo. Ah, vous avez vu un frigo? En 2013. Ouais, c'est ça. Non, des boules de foin cette année, c'était assez marrant. Et en fait, ce pont, il doit se lever, mais en même temps, il faut qu'il reconstitue sur la rive gauche la berge du mur. Donc quand le pont se lève, il y a un mur. Eh bien, il y a un bâtard d'eau à nouveau, et qui monte pour assurer cette étanchéité. Donc c'est en ça qu'on est sur quelque chose qui est assez innovant. Ça fonctionne bien.
Oui, alors ça a été, comme c'est un prototype, on a un peu essuyé les plâtres au début, hein, mais maintenant on est arrivé à un schéma qui fonctionne bien, en lien avec une société locale qui s'appelle Mécamo Hydro, dont on parlait juste avant avec Delphine, et voilà, qui arrive à nous assurer une maintenance efficace. Ça veut dire que ce projet, vous l'avez nommé, qui a été initié par monseigneur Nicolas Brouvet au lendemain des inondations de 2013, où la grotte était au cœur de Lourdes, et donc voilà, à la suite de ces inondations, il fallait reconstruire. Est-ce que, du coup, à la suite de ces crues, la physionomie, le visage du sanctuaire a dû contraindre de changer? Est-ce que ça a été une opportunité? Est-ce que quelles ont été en fait les suites de ces inondations et les aménagements? Oui, c'est intéressant. En fait, à la base, on se pose la question dès 2012, avec le père Brito, qui est le recteur du sanctuaire, et où on se dit qu'il faut qu'on protège la sacristie de la grotte. Parce qu'en 2012, on n'imagine pas encore 2013. Il faut imaginer aujourd'hui, quand vous venez au sanctuaire, qu'en 2013, vous ne voyez plus la sacristie. Enfin, on ne se rend pas compte, on parle de l'événement qu'on a connu en septembre, qui était pénible, et encore, qui a été beaucoup plus pénible pour d'autres que pour nous quand même, rappelons-le, mais ça n'a rien à voir par rapport à 2013. Et donc, le père Brito, il dit, il faut qu'on protège la sacristie. Et c'est là qu'on commence la réflexion, on s'est dit, oui, mais protéger la sacristie sans protéger la grotte, et puis la grotte, on avait un pavement qui était très abîmé, il faut refaire le pavement, et puis oui, mais on a la question des fontaines. Et donc, on arrive sur une espèce de schéma général de réorganisation d'un parcours qui permet également de resituer les fontaines dans un schéma un petit peu différent. C'est pour ça qu'on se retrouve là maintenant avec les fontaines qui sont situées entre le rocher et les piscines, et puis les cierges en rive droite. Donc oui, il y a une transformation quand même de tout le paysage. Cette transformation, elle n'est pas, je dirais, elle n'est pas liée aux inondations. Elle est liée à des enjeux et des objectifs pastoraux, d'accueil des visiteurs et des pèlerins du sanctuaire. Mais en même temps, ce qu'a marqué 2012 et 2013, c'est que désormais, tout aménagement doit se faire en considérant le risque de crue. Et oui, parce que est-ce que le sanctuaire doit demeurer dans la crainte de vivre à nouveau ces inondations? On a l'impression que ça va revenir, en fait. Oui, c'est évident que ça reviendra. 2024 nous montre que d'ailleurs nos systèmes de prévision et d'organisation qui étaient calés, je dirais, sur des crues progressives, doivent maintenant être complètement revus, parce que là, on est sur un phénomène quasi torrentiel. C'est-à-dire que là, 2024, c'est un petit la-Vésubie. C'est quasiment un phénomène cévenol de ce qui s'est produit sur les crues, sur les pluies, du Chénon. Donc on doit revoir ça, mais il est évident que le sanctuaire vivra ça désormais de façon régulière. Et... Pardon, Anne Deslois. Juste rappelez-nous, en juin 2013, quand il y a cette inondation, je ne me souvenais plus s'il y avait beaucoup plu auparavant. Est-ce que ça faisait quelque chose qu'on aurait pu imaginer, ou c'est arrivé assez rapidement aussi, même si vous nous donniez tout à l'heure à peu près les heures où vous avez vu arriver quand même l'inondation. C'est arrivé pourquoi, en fait, cette inondation? Moi, je ne me souvenais plus qu'il y ait vraiment eu de la pluie comme là, il y a eu les derniers temps. Oui, alors... La première, je dirais, la plus significative, c'est octobre 2012, parce qu'octobre 2012, il ne pleut pas à Lourdes. Et pourtant, le Gave déborde. Et quand on appelle nos familles, et on leur dit, je suis coincé parce que le Gave déborde, ils nous disent, mais qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Il ne pleut pas. Donc là, c'est vraiment un épisode qui était lié avec ce qui se passait, un orage en montagne, presque un peu le même cas que ce qu'on a connu là, même si l'orage a été plus long, moins brutal, un peu plus éclaté, moins centralisé que 2024, mais assez similaire quand même. 2023, c'est autre chose. Pour rappel, la station de Cotteret est élue la station la plus enneigée au monde. Oui. Donc on a une accumulation de neige absolument colossale. Absolument. À Barège, il y avait eu des avalanches, je me rappelle, il y avait des mètres de neige comme ils n'en avaient jamais vu, et je crois que tout ça conjugué à d'autres choses. Oui. Et avec ce qu'on appelle un effet de fun, c'est-à-dire un vent de sud qui vient, qui est relativement chaud et qui vient accélérer la fonte, et à ça vous y rajoutez 48 heures de pluie un peu plus importante, et là vous rincez tout un territoire.
Nous sommes dans la deuxième partie de l'heure de pointe. Aujourd'hui, nous parlons de Lourdes, sauver des eaux à la suite des inondations du Gave de Pau qui ont fait déborder bien de l'eau à l'intérieur de la grotte et dans tout le sanctuaire. Pour en parler, nous sommes avec Sébastien Maisonnave. Ça va toujours, Sébastien ? Ça va toujours parfaitement. Bon, vous êtes responsable d'un département que l'on nomme direction de site et donc en responsabilité des travaux et bien d'autres choses. Et vous allez justement nous continuer de parler de votre mission au sanctuaire. Et pour cela, on cause avec Anne Deslois. Ça va, Anne ? Ça va très bien. Et puis Sébastien nous fait revivre de bons et de moins bons souvenirs peut-être, mais il y a quand même de bons souvenirs avec ces inondations-là. Oui, c'est vrai. Il y a eu de belles générosités. Oui, et puis ça rappelle aussi des souvenirs à Delphine Pereira. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Delphine Pereira, journaliste à la Dépêche du Midi, puisqu'on traverse une décennie en tout cas avec les caprices des inondations. Sébastien Maisonnave, vous êtes l'auteur de Lourdes, sauver des eaux, journal d'une reconquête aux éditions Onto. Ce livre, vous l'avez édité en 2019. Il est riche d'enseignements, de ce que vous avez vécu. C'est quelque part une expertise aussi sur la manière comment un sanctuaire doit aussi se protéger, en tout cas protéger ses richesses, ses monuments, ses sacristies, etc. Protéger les personnes aussi qui sont dans le sanctuaire. Lourdes, sauver des eaux, journal d'une reconquête. Onto, si ça vous intéresse, il est disponible à la librairie du sanctuaire, à la librairie de la grotte. On a évidemment parlé sur le plan technique. On a dit aussi qu'il y avait aussi une grande solidarité dès le 7 septembre avec ces bénévoles, ces salariés qui reviennent tous spontanément avec une alerte qui est dans la nuit et avec une réouverture le jour même de la grotte aux pèlerins. Et le sanctuaire à ce moment-là communique également sur la centrale hydroélectrique. Il y a un barrage qui a été emporté à l'occasion de travaux de modernisation. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, il y a donc, pour faire fonctionner notre centrale hydroélectrique, il y a forcément un barrage, il faut qu'on amène l'eau. Et puis, puisqu'on est dans une procédure, je dirais, d'autorisation de l'État, on n'exploite pas en France l'eau comme on veut, ça passe par ce qu'on appelle un droit d'eau. Et là, donc, on est tenu de se mettre en conformité avec des enjeux écologiques, d'actualité, de baisse des niveaux moyens des cours d'eau, etc. Mise en conformité parce que vous exploitez en fait le cours d'eau pour alimenter la centrale. Oui, c'est ça. On exploite le cours d'eau et on a donc 2 turbines qui nous permettent d'être quasiment autonomes à 50%. C'est-à-dire le sanctuaire au niveau électrique est autonome par sa centrale à hauteur de 50%. Et d'ailleurs, on a un plan énergie-climat qu'on espère sortir début 2025 et qui pourrait nous conduire même à aller chercher l'autonomie électrique dans la décennie 2040. Donc il faut vraiment qu'on avance là-dessus parce qu'il faut qu'on soit de moins en moins dépendant, notamment des énergies fossiles. Et c'est en lien également avec les enjeux édités par le pape François. Mais pour revenir sur la question du barrage, on est donc dans cette phase de travaux encore, puisque là on a perdu 3 semaines avec l'inondation, ça devrait se terminer fin octobre, début novembre. Et oui, là, il y a tout un empierrement, des sacs de sable, des bâtards d'eau qui sont positionnés. Bâtards d'eau, ça sera le mot que nous aurons appris sur cette émission. Bâtards d'eau, qui protège de l'eau. Et là, c'est emporté complètement, parce que le débit est tel. Tout à l'heure, je vous expliquais que c'était 2 mètres d'eau en 4 heures. Il faut imaginer que cette hauteur d'eau, c'est la même chose pour le débit. C'est-à-dire qu'on a un débit, j'ai plus les chiffres avec moi, mais qui doivent être multipliés par 2, peut-être par 3, en 4 heures de temps, donc c'est très brutal. Et ce bâtard d'eau, il a emporté, et le chantier est complètement noyé. Donc on a des dégâts là aussi, qu'il va falloir que l'on chiffre avec l'entreprise qui est en charge des travaux. Mais ça ne perturbe pas trop la production de la centrale hydroélectrique pour le moment, donc on touche du bois. Oui, et puis je pense que vous n'êtes pas superstitieux à Lourdes. Il y a une chose, c'est que il était aussi question du respect des espèces aquatiques, et donc ces travaux consistaient en partie, alors pardon, parce que je ne pense pas être expert, mais en recherchant un peu, avec une passe à poisson pour faire remonter les espèces. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui. En fait, l'enjeu de cette mise en conformité, il est vraiment écologique et environnemental.
il y a deux choses. Premièrement, c'est que les niveaux d'eau vont baisser. Les études sur l'avenir sont pas très bonnes. Et on s'attend à ce que le Gave de Pau, on puisse le franchir à pied dans plein d'endroits. Donc, il faut quand même que notre barrage, qui conduit l'eau jusqu'à la centrale, il permette malgré tout de maintenir un niveau d'eau constant, ce qu'on appelle un débit réservé, pour que les espèces puissent migrer. Et alors, un poisson, pour descendre, il peut passer à peu près partout, mais pour monter, si vous lui mettez un barrage, il faut lui faire une passe à poisson. Un escalier. Un escalier, si vous voulez. Ascenseur. Un ascenseur, un petit escalator, Un escalator, du Gave de Un Pau, c'est passage incroyable. spécial. Un passage spécial. Mais alors, c'est vrai, ça ressemble à un escalier en fait. Oui, c'est à peu près ça, oui. C'est un ensemble de cloisonnements qui génère un cours d'eau et les espèces, elles, étant attirées par le contre-courant, remontent le long de ce contre-courant. Donc c'est vrai pour les saumons, c'est même vrai pour les anguilles et c'est vrai pour toutes les espèces concernées. Donc c'est vraiment un projet qui est très très lié avec l'environnement et l'écologie. Avec Sébastien Maisonnave, on découvre plein de choses cachées du sanctuaire de Et j'en ai Lourdes. d'autres. Ah, il en a Oui, d'autres. Ah bah, j'allais ça, dire, et c'est c'est bien. pas fini parce que vous êtes en charge de tout ce qui est travaux, innovation, et là vous avez un plan Lourdes 2030 qui Oui. va vous occuper un petit peu quand même. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est une réflexion que l'on s'est posée il y a maintenant quelques mois, qui a été repris avec le recteur du sanctuaire, le père Michel Dauban. La question que l'on doit se poser, c'est comment le site du sanctuaire doit se transformer pour les décennies à venir pour être toujours capable d'accueillir les pèlerins. Qu'ils soient en organisé, qu'ils soient en individuel, qu'ils viennent dans une démarche profondément spirituelle et de pèlerinage, ou alors parfois même dans une démarche de simple curiosité. Qu'est-ce qu'on fait pour les accueillir? Qu'est-ce qu'on leur propose? Quelle expérience on leur permet de vivre? Et ça passe par de l'accueil, mais ça passe aussi par de l'organisation de l'espace, par presque de l'urbanisme au sein même du sanctuaire. Comment le sanctuaire doit se transformer dans les décennies à venir pour toujours permettre l'accueil et toujours permettre aux personnes d'aller à la grotte rencontrer la Vierge comme l'a fait Bernadette. Mais attendez, mais Lourdes est lourde depuis plus de 160 ans. Et en quoi il est nécessaire finalement de transformer le sanctuaire? Je crois qu'il y a une pédagogie à amener. L'évolution de nos sociétés fait que les religions, notamment la religion catholique, est parfois en perte de vitesse, notamment dans nos pays d'Europe occidentale. C'est moins vrai dans d'autres zones, comme certainement l'Amérique du Sud, comme l'Asie, mais il est parfois nécessaire d'amener plus de pédagogie pour faire comprendre l'expérience à vivre. Alors c'est sûr que quand vous êtes dans un groupe de pèlerinage organisé, quand vous êtes accompagné par un pasteur, un prêtre qui vous guide, vous vivez cette expérience de Lourdes. Mais quand vous venez seul en famille, peut-être même de façon absolument pas organisée, c'est-à-dire pas anticipée parce que vous êtes dans les vallées, vous avez prévu de passer 15 jours à Gavarnie, à Gèdre, etc., et que vous dites tiens, je suis à côté de Lourdes, je vais y aller. Donc vous y venez peut-être par curiosité, mais qu'est-ce que vous allez retenir? Quelle expérience allez-vous vivre? Et le site n'a jamais été conçu pour ça. Et donc il va falloir qu'on le transforme pour cela. Un des exemples concrets, c'est que nous avons une signalétique qui s'améliore petit à petit, mais on est parti de loin. Pendant très longtemps, on n'avait pas de signalétique, il n'y en avait pas besoin, puisque le groupe suivait le prêtre. Ah oui, c'est ça. Donc il y avait déjà un guide. Oui, on peut imaginer que le défi, c'est pour vous, dans Technique, c'est aussi d'accompagner aussi l'intention pastorale du lieu. Vous dirigez un département qui s'appelle Direction de Sites. C'est de nombreuses personnes. Et alors, faites-nous découvrir un peu votre quotidien, parce que on a fait un Lourdes sous l'eau. On a envie de faire un Lourdes juste au-dessus du Gave. C'est quand même un peu plus important. Et voilà, partagez-nous cela, parce que le sanctuaire, c'est plus de 50 hectares, donc je pense que vous avez pas mal de travail. Oui, c'est 53 hectares, c'est 115 bâtiments, c'est 3 basiliques inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, c'est un bâtiment comme l'Accueil Notre-Dame, qui est réglementairement considéré comme un hôpital. Donc c'est des enjeux techniques, d'accueil, y compris de sécurité.
Alors, nous, dans notre département, on est 90 et on va agir grosso modo sur 2 tableaux. Un premier tableau de maintenance et de travaux du domaine. Et puis un autre tableau qui va être sur la sécurité et je dirais sur la sérénité des pèlerins. C'est-à-dire faire en sorte que pour eux, ça ne soit pas un sujet. Ce qui n'est pas hyper simple, notamment aujourd'hui avec les enjeux de sûreté. Mais sur la maintenance du site, on parlait tout à l'heure de la centrale. On a une centrale hydroélectrique à maintenir et à faire exploiter. On a également l'eau de la source. Cette source qui coule à l'intérieur de la grotte, il faut la capter, il faut la stocker, il faut la redistribuer aux pèlerins. Parce qu'effectivement, quand on voit tous ces robinets pour remplir les bidons, pour faire ce geste de se laver, pour alimenter les piscines, c'est une consommation d'eau qui est importante. La source en elle-même, elle délivre un certain volume. En moyenne, 1 mètre cube par heure. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Et cette source, vous la voyez couler, c'est l'équivalent d'une grosse carafe en fait. Et donc nos prédécesseurs ont commencé à installer tout un tas de dispositifs de réseaux, de bassins, qui nous permettent ensuite de redistribuer cette eau tout au long de l'année aux pèlerins. Et donc tout ça, il faut le maintenir, il faut l'exploiter. Et nos équipes passent beaucoup de temps sur ces sujets. Et ensuite, il y a un autre volet qui est le volet de la sécurité et de la sûreté. Sécurité au sens sécurité incendie, secours à personne. On est quand même sur un public, des pèlerins. Parfois, je parle de pèlerintèle pour m'amuser. On ne peut pas parler de clientèle au sanctuaire, mais on peut parler de pèlerins. Donc, on va parler de pèlerintèle. C'est peut-être un mot qui n'existe pas. Clientèle, patientèle, pèlerintèle. C'est pas mal. Pas mal. et qui sont dans une situation d'une certaine fragilité. On voit de plus en plus de jeunes qui viennent à Lourdes, mais il y a aussi des pèlerins qui ont un âge certain, qui ont des fragilités. Donc, il faut qu'en termes de sécurité incendie, on soit exemplaire. Il faut qu'en termes de secours à personne, on soit très proactif sur le sujet. Donc, c'est pour ça que nos gardes sont formés au secours à personne. C'est pour ça que nous avons aussi un poste de secours. Et là, on a globalement une 40aine d'agents qui agissent et qui sont présents toute l'année sur le site. Le dernier volet, c'est la sûreté. La sûreté, c'est quelque chose qui est important pour nous. On a vu par le passé des épisodes comme ce qui s'est passé aux attentats de Nice ou d'autres, d'événements toujours dramatiques. Et on est vigilant avec les services de l'État à toujours essayer de préserver, je dirais, la sûreté des pèlerinages et des pèlerins. Et alors c'est vrai que la sécurité évidemment c'est important, et puis quand elle est bien faite, quand elle est invisible, elle est bien faite. Moi, souvent c'est ce qu'on entend. Vous l'avez dit, 53 hectares, 3 basiliques. Vous êtes en fait au chevet quand même d'un sanctuaire qui est dans quel état? Il est vieillissant, les bâtiments vont bien, il faut s'en occuper. Quel est votre quotidien? Le sanctuaire est un site qui est remarquable. Et nous qui sommes dans la technique, on ne peut qu'apprécier d'intervenir là. Pourquoi ? Parce qu'on a une diversité de bâtiments, une diversité de technologies, on a une diversité de technicité. Et donc on ne peut que prendre beaucoup de plaisir à le maintenir. Après, effectivement, il a son âge. Maintenant 160 et quelques années peut-être. Je ne sais plus où est-ce qu'on en est, mais à peu près par là. Je vais essayer de faire le calcul. Je vous laisse le faire. Et donc, il faut qu'on soit vigilant à toujours être capable de maintenir un site en bon état de fonctionnement. Alors, il y a des endroits où c'est peut-être mieux fait que d'autres, parce que forcément, quand on est dans la basilique du Rosaire, il y a une certaine beauté. Peut-être que quand on est dans d'autres chapelles un peu plus éloignées, on pourrait peut-être faire mieux. Mais bon, on essaye de se corriger et de toujours essayer de faire pour le mieux. Delphine Pereira. Ça fait des années que vous occupez ce poste. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette mission de travailler au sein du sanctuaire? Je crois que c'est un lieu qui est absolument unique, sans vraiment aller dans le détail. Mais vous savez, il y a une des phrases de la Vierge à Bernadette qui dit, de Bernadette, qui dit en parlant de la Vierge, elle me regardait comme une personne, ou elle me parlait comme on parlait une personne. Et ça, pour moi, c'est sans doute la phrase la plus qui illustre le mieux ce qui se passe au sanctuaire. Au sanctuaire, on n'est pas sur une dimension de paraître, on est sur une dimension de l'être. C'est-à-dire que peu importe que vous soyez gros, petit, grand, mince, riche, pauvre, peu importe. Tout le monde se retrouve dans ce lieu-là avec cette intention d'aller rencontrer la Vierge, et puis certainement avec une espérance derrière.
Et travailler pour offrir ça à des personnes qui traversent la terre entière pour le découvrir, je trouve ça remarquable. Anne Deslois. Merci. Moi, je sais qu'il fut un temps dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé en lien avec le sanctuaire de Lourdes en tant que responsable de l'espace mission, qui est un des pavillons en bord de Gave, qui, depuis quelques mois, a été détruit. On était surtout sur des bâtiments préfabriqués. Je peux dire d'ailleurs que j'ai toujours apprécié, Sébastien, de vous faire appel à vous quand j'avais l'un ou l'autre souci de maintenance, de travaux. Vous avez toujours été de bons conseils et vraiment merci. Alors maintenant, quand les gens passent là sur le boulevard Rémy-Sampé, donc entre la porte Saint-Michel et la porte Saint-Joseph, on voit que c'est un domaine qui a beaucoup évolué et qui est en travaux. Qu'est-ce que ça va devenir ? Alors, toujours dans cette logique de Lourdes 2030, si vous me permettez, je reviens juste un peu en arrière. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'il fallait que le sanctuaire se transforme. Et le sanctuaire, en fait, a défini 10 chantiers prioritaires. Ces 10 chantiers prioritaires qui vont viser donc à transformer le site pour toujours mieux accueillir. Et dans un de ces chantiers, nous avons identifié la nécessité d'avoir un espace de rencontre improvisé ou organisé, un lieu où on puisse, toujours en étant dans le sanctuaire, mais avoir un peu plus de liberté. Vous savez, quand on est dans le sanctuaire, on est dans un lieu de prière, de recueillement, de calme, de silence. Mais bon, il y a des enfants, il y a des gens qui ont besoin de se libérer un peu. Et donc, on s'était dit que ce lieu-là pouvait être un bon endroit pour ça. Donc, effectivement, on avait ces bâtiments qui étaient assez hétérogènes, assez vieillissants. D'ailleurs, il nous restait un vestige de la construction de la basilique Saint-Pédis, là, qui était ce bâtiment préfabriqué le plus près de l'entrée Saint-Michel. On a décidé de les raser. On va en faire dans un premier temps une simple prairie, parce qu'on est dans un fond de scène assez magnifique avec le château fort, le Gave, et puis, je dirais, son ambiance sonore qu'il génère. Et puis, on aménagera ça certainement dans les prochaines années, peut-être avec un amphithéâtre de verdure, peut-être avec des éléments qui permettront de pique-niquer, qui permettront d'avoir un petit concert de musique, qui permettront cette logique de rencontre. De la convivialité. De la convivialité, c'est ça. Qu'il est bon d'entendre Sébastien Mézounave nous parler du sanctuaire avec passion, avec technicité, et les défis sont grands parce que il faut continuer à entretenir ce sanctuaire de Lourdes fréquenté par 3 100 000 pèlerins en 2023 et certainement autant en 2024. Avec vous, nous avons parlé des inondations, revenu sur les inondations du 7 septembre. Vous qui êtes l'auteur de Lourdes Sauver des eaux, journal d'une reconquête aux éditions Honto. Des projets, il y en a encore pour l'avenir. Vous reviendrez nous donner des nouvelles. Avec grand plaisir. Bon, très bien. Écoutez, on sait où vous trouver. Oui. Sanctuaire de Lourdes, Sébastien Mézounave. Merci et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. L'heure de pointe, David Torchala.